Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant qui se cache derrière nos applications et logiciels préférés. Comment un ordinateur gère-t-il des millions d'informations sans se perdre? La réponse tient en deux mots, les structures de données et les algorithmes. Imaginez que vous avez une immense collection de livres. Une structure de données, c'est comme choisir une bibliothèque pour les ranger, par ordre alphabétique, par genre, ou simplement en les empilant. C'est la manière dont on organise les informations pour pouvoir les utiliser efficacement. Sans une bonne organisation, retrouver un livre spécifique serait un vrai casse-tête. Maintenant, qu'est-ce qu'un algorithme? C'est tout simplement une recette de cuisine, une série d'instructions claires et précises pour accomplir une tâche. Pour continuer avec notre bibliothèque, un algorithme serait la méthode que vous utilisez pour trouver un livre. Par exemple, allez à la section science-fiction, chercher l'étagère de l'auteur Asimov, puis parcourir les titres par ordre alphabétique. L'algorithme est le plan d'action, la stratégie. Il travaille main dans la main avec la structure de données. Une bonne recette est plus facile à suivre si les ingrédients sont bien rangés dans la cuisine. Alors, pourquoi est-ce si important? Parce que dans le monde numérique, nous manipulons des quantités de données astronomiques. La performance est cruciale. Un bon choix de structure et d'algorithme peut faire la différence entre une application qui répond instantanément et une autre qui nous fait attendre de longues secondes, voire des minutes. Pensez à un moteur de recherche sur Internet. Il doit parcourir des milliards de pages web pour vous donner une réponse en une fraction de seconde. C'est un exploit rendu possible uniquement par des structures de données et des algorithmes extrêmement performants, optimisés pour la vitesse. Le but est donc de gagner du temps et d'économiser de l'espace. Le temps, c'est la vitesse de calcul de votre processeur. L'espace, c'est la mémoire de votre ordinateur. Un algorithme mal conçu peut monopoliser toutes les ressources de la machine, la ralentissant pour toutes les autres tâches. Choisir la bonne combinaison, c'est comme prendre l'autoroute au lieu d'une petite route de campagne sinueuse pour arriver à destination. On arrive plus vite et on consomme moins de carburant. C'est cette quête d'efficacité qui anime les informaticiens du monde entier. Comment savoir si un algorithme est meilleur qu'un autre? On ne peut pas simplement les chronométrer sur nos ordinateurs, car les résultats changeraient en fonction de la puissance de la machine ou du langage de programmation utilisé. Les scientifiques ont donc inventé un outil universel pour mesurer leur efficacité, la notation Big O. C'est une façon de décrire comment la durée d'exécution ou l'espace mémoire requis par un algorithme augmente lorsque la quantité de données à traiter, que l'on nomme N, grandit. C'est une mesure de sa complexité, indépendante du matériel. Prenons des exemples simples pour y voir plus clair. Une opération dite en O1 ou temps constant est l'idéal. Peu importe si vous avez 10 ou 10 millions d'éléments, l'opération prend toujours le même temps. C'est comme prendre le premier livre d'une pile. La taille de la pile ne change rien à la vitesse à laquelle vous le saisissez. Ensuite, nous avons ON, ou temps linéaire. Ici, le temps d'exécution est directement proportionnel à la taille des données, N. Si vous doublez le nombre d'éléments, le temps double aussi. C'est comme lire les titres de tous les livres d'une étagère. Plus il y a de livres, plus ça prend de temps. Il existe aussi des complexités plus rapides que le linéaire. O log n, ou temps logarithmique, est excellent. Imaginez chercher un mot dans un dictionnaire. Vous n'allez pas lire toutes les pages une par une, ce serait du ON. Vous ouvrez au milieu, vous regardez si votre mot est avant ou après, et vous éliminez la moitié du dictionnaire d'un seul coup. À chaque étape, vous divisez le problème. Même si le dictionnaire est 2 fois plus grand, il ne vous faudra qu'une seule étape de plus pour trouver le mot. C'est extrêmement efficace pour de grands volumes de données. À l'inverse, il faut se méfier des complexités comme ON2 ou temps quadratique. Ici, si vous doublez la taille des données, le temps d'exécution est multiplié par 4. C'est ce qui arrive si, pour chaque livre d'une collection, vous devez le comparer à tous les autres livres. Pour 10 livres, cela fait 100 comparaisons. Pour 100 livres, cela fait 10 000 comparaisons. Ce type d'algorithme devient très vite inutilisable pour de grandes quantités de données. On parle aussi de cas le meilleur, le pire, et en moyenne, car un algorithme peut se comporter différemment selon la disposition des données. Le Bigot se concentre souvent sur le pire des cas pour garantir une performance minimale. Maintenant que nous comprenons comment mesurer l'efficacité, explorons quelques structures de données fondamentales. Commençons par les plus simples, les structures linéaires, où les éléments sont rangés les uns à la suite des autres. La première est la pile, ou stack en anglais. Son principe est très simple, LIFO pour last in, first out.
Le dernier élément ajouté est le premier à être retiré. Pensez à une pile d'assiettes. Vous posez une nouvelle assiette sur le dessus. Et quand vous en avez besoin, vous prenez celle qui est au sommet. Vous n'allez pas essayer de prendre celle tout en bas. Cette structure est très utilisée en informatique. Par exemple, la fonction annuler, Ctrl+Z, dans votre traitement de texte fonctionne avec une pile. Chaque action que vous faites, écrire un mot, mettre en gras, est ajoutée au sommet de la pile. Quand vous cliquez sur annuler, le programme retire la dernière action de la pile et l'inverse. C'est aussi comme cela que votre navigateur web gère le bouton précédent. Chaque page visitée est empilée, et le bouton précédent vous fait simplement revenir à la dernière page ajoutée au sommet de la pile. L'autre grande structure linéaire est la file d'attente, ou queue en anglais. Son principe est l'inverse de la pile. FIFO, pour First In, First Out. Le premier arrivé est le premier servi. C'est exactement comme faire la queue à la caisse d'un supermarché ou à un arrêt de bus. La première personne qui est arrivée dans la file est la première à passer à la caisse ou à monter dans le bus. C'est une règle de justice et d'ordre que nous connaissons tous très bien. On ajoute les nouveaux éléments à l'arrière de la file et on sert les éléments qui sont à l'avant. En informatique, les files d'attente sont partout. Pensez à une imprimante qui reçoit plusieurs demandes d'impression. Elle ne peut pas tout imprimer en même temps. Elle place donc les documents dans une file d'attente et les imprime dans l'ordre où ils sont arrivés. C'est le principe du FIFO. De même, lorsque vous envoyez de nombreux messages instantanés, votre application les place dans une file pour les envoyer au réseau un par un, dans le bon ordre. Les piles et les fils sont donc des outils simples, mais puissants pour gérer des séquences d'opérations de manière ordonnée. Toutes les données ne peuvent pas être organisées en ligne droite. Parfois, nous avons besoin de représenter des relations hiérarchiques, comme un arbre généalogique ou l'organigramme d'une entreprise. Pour cela, les informaticiens utilisent une structure de données appelée un arbre. Un arbre informatique est composé de nœuds, c'est-à-dire les éléments reliés par des branches. Le nœud tout en haut est appelé la racine. Chaque nœud peut avoir des enfants, c'est-à-dire les nœuds directement en dessous et un seul parent, le nœud juste au-dessus. Les nœuds qui n'ont pas d'enfants sont appelés des feuilles. La profondeur d'un nœud, c'est simplement sa distance par rapport à la racine. Un type d'arbre très courant, c'est l'arbre binaire. Dans un arbre binaire, chaque nœud peut avoir au maximum 2 enfants, un enfant gauche et un enfant droit. C'est une contrainte toute simple, mais qui permet, en fait, de construire des structures très efficaces. On peut aller encore plus loin avec l'arbre binaire de recherche. Dans ce type d'arbre, les nœuds sont organisés selon une règle précise. Pour n'importe quel nœud, toutes les valeurs dans son sous-arbre gauche sont plus petites que sa propre valeur, et toutes les valeurs dans son sous-arbre droit sont plus grandes. Cette propriété de tri est incroyablement utile pour la recherche. Chercher un élément dans un arbre binaire de recherche est très rapide. On commence à la racine. Si la valeur que l'on cherche est plus petite que celle du nœud actuel, on sait qu'elle se trouve forcément dans le sous-arbre gauche. Si elle est plus grande, on va à droite. À chaque étape, on élimine la moitié des éléments restants. Cela vous rappelle quelque chose? Oui, c'est exactement le même principe que la recherche dans un dictionnaire. Et sa complexité est donc en O log n. C'est beaucoup plus rapide qu'une recherche linéaire, ON, dans une liste non triée. Cependant, il y a un piège. Pour que la recherche reste rapide, l'arbre doit être équilibré. Cela signifie que les sous-arbres gauche et droit de chaque nœud doivent avoir à peu près la même hauteur. Si l'arbre est déséquilibré, par exemple, si tous les éléments sont ajoutés en ordre croissant, il se transforme en une simple liste. La recherche redevient alors aussi lente qu'une recherche linéaire, en ON. Les informaticiens ont donc développé des algorithmes complexes pour s'assurer que les arbres restent toujours bien équilibrés, garantissant ainsi des performances optimales en toutes circonstances. Et s'il existait un moyen d'accéder à une information presque instantanément sans avoir à parcourir une liste ou un arbre? C'est la promesse des tables de hachage, aussi connues sous le nom de dictionnaires ou de tableaux associatifs. Leur objectif est simple, stocker des paires clés-valeurs et permettre de retrouver une valeur très rapidement en utilisant sa clé unique. Pensez à un vrai dictionnaire de langue. Le mot est la clé et sa définition est la valeur. Vous n'avez pas besoin de lire tout le dictionnaire pour trouver la définition du mot ordinateur. Vous allez directement à la lettre O. Le secret derrière cette vitesse est une fonction de hachage. C'est une sorte de moulinette mathématique qui prend une clé en entrée. Par exemple, un nom d'utilisateur, et la transforme en un nombre.
Ce nombre est utilisé comme un indice pour savoir où ranger la valeur correspondante, disons le profil de l'utilisateur, dans un grand tableau en mémoire. L'idée, c'est que pour une même clé, la fonction de hachage donnera toujours le même indice. Ainsi, pour retrouver une valeur, il suffit de recalculer le hachage de la clé pour savoir instantanément où chercher dans le tableau. Bien sûr, ce n'est pas toujours si simple. Que se passe-t-il si la fonction de hachage produit le même indice pour deux clés différentes? C'est ce qu'on appelle une collision. C'est un peu comme si deux personnes voulaient ranger leurs affaires dans le même casier. Il existe plusieurs stratégies pour gérer les collisions. Une méthode courante est le chaînage. Au lieu de stocker une seule valeur à un indice donné, on y stocke une petite liste de toutes les valeurs qui sont tombées là. Une autre méthode est l'adressage ouvert, ou sondage, qui consiste à chercher la prochaine case libre dans le tableau. Malgré les collisions, si la fonction de hachage est bien conçue et que le tableau est assez grand, les tables de hachage sont extraordinairement rapides. En moyenne, l'ajout, la suppression et la recherche d'un élément se font en temps constant, soit O1. C'est pourquoi elles sont utilisées partout, pour stocker les contacts dans votre téléphone, les variables dans un programme, ou les données en cache pour accélérer le chargement des sites web. Chaque structure a ses forces, les listes pour l'ordre simple, les arbres pour la hiérarchie et la recherche ordonnée, et les tables de hachage pour un accès quasi instantané. Choisir la bonne structure et le bon algorithme est l'une des décisions les plus importantes en programmation, un véritable art qui définit la qualité et la performance d'un logiciel.